Ouh là 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 là, ça chauffe les amis, ça c'est une très très bonne nouvelle. Il y a un événement majeur qui vient de se produire, vous savez pas quoi? L'action de BlackRock vient de s'effondrer, et ça, c'est du jamais vu. Elle vient de s'effondrer à hauteur de 7,53% en une seule journée. Ah mais regardez-moi ça. Cher. Oui, là, Larry Fink, c'est le boss, c'est le patron de BlackRock, c'est lui qui vient à l'Élysée donner des ordres à Macron. Lui, avec sa tête. Ah, cher, bien fait. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais regardez, l'action de BlackRock s'effondre. Ça fait plaisir, je vous dis, 2026, ça va être une année mémorable. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que BlackRock est une des plus grandes sociétés au monde de gestion d'actifs. Et elle a été créée par cet individu. Et ils sont partout dans le monde, hein, dans toutes les sociétés. Et beaucoup en France. Regardez, BlackRock, il gère plus de 13 milliards d'actifs. 13 milliards d'actifs. Et c'est eux qui détiennent notre dette. Oui, notre dette française, c'est eux. En partie, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que BlackRock, c'est comme un fonds privé de crédit. Alors, le principe, BlackRock te prête de l'argent, surtout à des entreprises, et en échange, ils reçoivent des intérêts élevés. C'est un peu comme une banque, mais version fonds d'investissement, d'accord? Donc toi, tu lui donnes de l'argent, lui, il le prend, il investit, ça rapporte. J'ai toujours pensé que c'était un truc comme à la Madoff, la pyramide de Ponzi, là, tu sais? Parce que l'argent est bloqué pendant un bon moment. Tu peux pas récupérer tes billes comme ça, parce que les prêts durent sur plusieurs années. Sauf que là, des investisseurs, ceux qui ont prêté l'argent, ont voulu récupérer leurs billes, autour de 1,2 milliard de dollars. Et ils n'ont pas pu les rendre. Alors qu'ils étaient dans les temps pour récupérer, parce que à un moment donné, tu peux récupérer ton argent. Sauf qu'ils n'ont pas pu récupérer leur fric. BlackRock leur a répondu, vous ne pouvez récupérer que 5% de votre fric. Du coup, les marchés ont paniqué, je parle des marchés financiers, la peur s'est installée, et ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ce qui a engendré que beaucoup d'actionnaires ont vendu leurs actions en même temps. Les actions de BlackRock. Résultat, une chute de 7%. De plus de 7% même. Bon, c'est pas non plus une faillite, hein. Faut savoir que BlackRock reste quand même gigantesque. Mais comme ça s'est jamais vu, que beaucoup d'actionnaires veuillent récupérer leur fric en même temps, ça a créé cet incident. Donc le système peut se bloquer temporairement. Moi, j'aimerais bien que tout le monde essaye de récupérer son fric. Comme ça, ils font faillite. En tout cas, ça, c'est un avertissement. Parce qu'il n'y a pas que BlackRock aussi. Il y a aussi Blackstone. Il y a aussi Blue OWL. Je ne connais pas cela. Qui ont tout simplement cessé d'honorer les demandes de rachat. Ils les ont remplacées par des reconnaissances de dette. Il y a BLK aussi qui a chuté de 5%. Ça, je vous mets devant tout ce qui s'est passé. Il y a l'ensemble du secteur du crédit privé qui s'est effondré en une seule journée. Ça sent pas bon, hein. Bref, je sais pas trop ce que ça va donner dans les prochains jours. Si tout s'effondre, ça sent mauvais pour nous aussi, hein. Bah écoutez, si ça vous a plu, partagez, étiez-vous au courant? Et laissez-moi un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Là, ça sent mauvais pour BlackRock en vrai, parce que c'est vrai que c'est pas une grosse faillite, mais c'est quand même impactant, c'est quand même presque 10% de leur portefeuille. Et c'est vrai que si les autres commencent à s'en rendre compte et commencent à vouloir tous retirer leur argent, là, ça pourrait sentir la faillite pour BlackRock. Après, est-ce que ça serait vraiment mal, vraiment bien, ça, je vous laisse en juger par vous-même. Mais par contre, ça pourrait faire les choses vraiment différentes. Et c'est vrai que s'ils s'effondrent, je me demande ce que ça pourrait faire au peuple en soi. Claude d'Anthropic vient de réussir le plus gros coup de communication de l'histoire de l'IA. Tout le monde annule son abonnement à ChatGPT suite à leur accord avec le gouvernement américain pour faire la guerre. Et Claude a été présenté comme la meilleure alternative éthique à tout ça. Vous ne le saviez probablement pas, mais depuis 2024, Anthropic a signé un contrat avec Palantir pour fournir des renseignements aux États-Unis. Pour rappel, Palantir, c'est la plus grosse entreprise de surveillance au monde. En juillet 2025, Anthropic signe un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone via Palantir. Puis Claude a été utilisé pour arrêter Maduro au Venezuela via Palantir, mais également pour les frappes sur l'Iran et le début de la guerre le 28 février. Le 27 février, Anthropic refuse l'usage de leur IA à des fins militaires, contrairement à OpenAI qui, le soir même, va signer le contrat avec les agences fédérales américaines. À ce moment-là, Claude passe numéro 1 et se fait littéralement acclamer par tout le monde. Anthropic sort un outil de migration vers Claude pile au même moment. Donc il y a un mouvement anti-ChatGPT, tout le monde migre ses données depuis ChatGPT vers Claude, et là, plot twist, le 4 mars, Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, reprend les négociations avec le Pentagone. Ce contrat viserait à trouver un moyen de permettre à l'armée américaine d'utiliser les solutions technologiques d'Anthropic. Et comme ça, Anthropic évite de se retrouver sur la liste noire des entreprises qui sont bannies par les États-Unis. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, je m'appelle Amélie et je suis chercheuse en intelligence artificielle. Après, c'est vrai qu'ils avaient mis la pression sur certaines IA pour qu'ils puissent
continuer en fait à faire leur domaine normalement, mais je trouve que c'est pas top. Et je trouve qu'ils ont été malins aussi sur une chose, c'est qu'ils nous ont laissé l'utiliser, nous confier tout ça. Et une fois qu'on s'est confié, bah, ils ont récupéré toutes les informations de l'IA, parce que bon, je pense que c'est pas que pour ça, hein, c'est aussi pour de la stratégie, tout ça. Mais d'un côté, ils ont eu toutes les informations qu'on leur a données, donc c'est vrai que je trouve ça pas top. Après, honnêtement, pour ceux qui aiment bien le local, il y a Mistral, il me semble que c'est français. C'est peut-être pas autant développé que ChatGPT, mais ça reste pas si mal en soi. Le média Brut vient d'être banni de TikTok. Le compte avait 18 millions d'abonnés, en tout cas sur TikTok, et il a été banni sur le réseau social. De nombreux comptes actuellement traitent de la guerre au Moyen-Orient et subissent actuellement ce type de situation en raison d'une modération automatique particulièrement sévère. Comme s'il fallait faire attention à ce que l'on dit sur cette affaire. Peut-être que certains médias sont contrôlés maintenant par les réseaux sociaux. Est-ce que on a le droit de se poser la question si finalement on peut dire ce qu'on veut ou pas? C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, mais là on parle quand même d'un gros média qui a été, il y a pas longtemps, apparemment racheté par BFM TV. Donc là les amis, même si eux se font sauter leur compte, qu'est-ce qui va devenir des autres? Parce que là, je pose la question, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, à tort ou à raison? Bien écoutez, le temps nous dira les choses. Et d'ici là, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. En vrai, c'est chaud quand même, parce que je me dis que là, ils se sont pris à un assez gros média que, en vrai, tout le monde connaît, Brut. C'est quelque chose que tout le monde regarde. Donc c'est vrai qu'il a pas tort en disant que pour les autres, ça va être comment. Et quand je regarde, par exemple, BFM, quand je regarde BFM, comment ils font de la propagande, toutes ces choses-là, comment ils insistent sur les sujets, etc., et que l'Arcom fait rien, je suis pas sûr que c'est l'Arcom, mais il me semble que c'est l'Arcom, et ils font rien, et que là, ils censurent comme ça sur TikTok, c'est incroyable quand même. Ça, c'est un quartier typique de l'Amérique profonde, vous allez être choqués. Il y a un mec, il a garé un tank dans son jardin. C'est quoi ce bordel? Regardez la banque à l'ancienne avec le camion UPS et toutes les façades colorées, ça rend trop stylé. Après la guerre de sécession et l'arrivée des machines sur les terres agricoles, la vie s'est presque arrêtée ici. Vous avez encore les pharmacies à l'ancienne, on dirait on est dans un film. 90% des voitures ici, c'est des énormes pick-up. C'est triste de voir que tous les bâtiments ils sont un peu détruits, mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qui fait le charme de la ville quoi? À tout moment, il y a Forrest Gump qui débarque les gars. Regardez l'aire de jeu. Vous imaginez les enfants le week-end qui jouent ici? C'est un truc de fou quand même. Ça, c'est la triste réalité quand même des gens qui vivent ici. Les maisons, elles sont dans des états. Honnêtement, ça fait peur quand même. C'est exactement cette église qu'on voit dans le film Sinners. Toute blanche, toute simple. Je crois que tu peux pas faire plus américain que ça. De l'essence à 60 centimes le litre, une Mustang qui arrive, un fast-food avec des donuts, un château d'eau et bien sûr le drapeau américain. C'est vrai que ça fait très joli, mais j'aime bien quand c'est les styles à l'ancienne, parce que je trouve qu'à l'ancienne, il y avait plus de couleurs, plus de choses, et c'était plus joli en vrai. Ça fait un petit style. Pourquoi personne ne parle de la vie chère en France? Mais partage cette vidéo, il est temps de montrer les faits. 7 balles le paquet de cacao, 8 € le pack de lait, alors que les agriculteurs, ils ont même pas 20 centimes pour eux. Vous avez pas envie de tout balancer quand vous arrivez dans les rayons de supermarché, là? Moi, ça me gaffe, tu peux plus rien t'acheter, tu peux plus t'acheter à manger. Ça va pas. Oh, mais même le poisson en bâtonnet qui veut que normalement. Alors, les steaks, c'est même pas la peine. C'est même pas du steak. C'est spécial. Mais ça va pas, des frites. Mais ça va pas. Mais c'est pas vrai. Ils ont craqué. Que ce soit les marques de distributeurs du supermarché ou les marques, les vraies marques, c'est hors de prix. Des frites, ça vaut rien des frites. Du café et du chocolat, du cacao. Non, mais non. Après, c'est vrai quand même que la vie, elle est devenue ultra chère en vrai. Quand on regarde l'inflation, toutes les choses comme ça, quand on regarde à partir du franc,
Et quand on regarde pourquoi c'est devenu aussi cher, en vrai, c'est pas forcément justifié, parce qu'il y a eu des moments, ok, il y a eu des moments de galère comme les gilets jaunes, le coco, mais et puis là, en ce moment, la guerre. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que après les prix ils ont dû rebaisser. Et ça fait que augmenter, 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 mais les salaires, ils augmentent pas. Et au bout d'un moment, on pourra plus tenir, en fait. Ça deviendra trop limite. Parce que en plus que là, l'essence commence à augmenter, c'est devenu n'importe quoi. T'as compris ce que l'Europe nous prépare pour cette année ou pas? Parce que en fait, dans la merde. En fait, on va avoir un portefeuille numérique obligatoire. Mais c'est pas que pour payer, hein. Ça va englober tellement de trucs, t'es pas prêt. Identité, données personnelles, bien sûr l'argent, nos déplacements, notre santé et nos interactions. Pas que nos interactions dans la vie, nos interactions sur tout Internet. Parce qu'avec la protection des mineurs pour les réseaux sociaux, ils vont nous obliger à faire la reconnaissance faciale et tout. Fait, ça va être une dinguerie. Ils appellent ça le progrès. Mais en réalité, c'est de la traçabilité, quoi. On est des morceaux de viande qui vont tracer de A à Z. Et ils vont même pouvoir contrôler parce que, bon, vous savez très bien qu'ils vont pouvoir, à distance, bloquer ce qu'ils veulent, du coup. J'ai une question pour toi. Est-ce que notre argent nous appartiendra encore réellement? Parce que là, moi je pense qu'on doit pas les laisser faire, hein. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais Ah, mais oui, mais ça, en fait, ça, ils en avaient déjà parlé. En plus, même à la télé, c'est l'identité numérique. Et avec ça, ils vont pouvoir tout contrôler, notre argent, tout, tout, tout. Et en fait, c'est vraiment du pistage. On pense être accro au réseau, mais en réalité, on est accro à la validation. Un like, un compliment, un trop drôle, oh t'es trop magnifique. Et d'un coup, la journée va mieux. Mais moins de vues, moins de réactions, un message ignoré et l'estime de soi chute. En fait, dans la psychologie, la validation active la dopamine. C'est comme une sorte de récompense. Le cerveau enregistre, quand je plais, je suis en sécurité. Alors on commence à associer, être approuvé égale avoir de la valeur, être ignoré est égal à ne pas être assez. Le problème, c'est que la validation extérieure est instable. Elle dépend des humeurs, des algorithmes, des contextes, et pas de qui on est vraiment. Aujourd'hui, tout est mesurable. Les relations, la popularité, la réussite. Avant, on pouvait être apprécié sans chiffres pour le prouver. Maintenant, si ce n'est pas visible, on doute que ça existe. Alors on ajuste nos opinions, on filtre notre personnalité et on poste ce qui plaît plutôt que ce qui nous ressemble. En fait, petit à petit, on est en train de construire une version optimisée de nous-mêmes. En fait, les gens réfléchissent plus à l'impact plutôt qu'à l'authenticité. Sans t'en rendre compte, ta valeur devient dépendante du regard des autres. Il faut pas que la question que tu te poses en tête est est-ce qu'ils vont aimer, mais plutôt est-ce que je reste fidèle à moi-même. On oublie trop d'être nous-mêmes et ça c'est vraiment un problème. La validation fait du bien, oui c'est sûr, mais si elle devient la base de ton estime, tu te sentiras jamais stable. La valeur des gens ne devrait pas varier avec des likes, des commentaires, ni se mesurer à travers un écran. En vrai, on devrait pas forcément faire par rapport aux autres, on devrait faire par rapport à nous, on devrait faire comme nous on le sent. Mais après, je pense qu'elle a quand même pas mal raison en vrai. Ce que peu de gens savent, c'est que l'IA n'est que des mathématiques. L'IA ne voit pas et ne lit pas comme nous. Mais alors, comment l'IA peut-elle comprendre des photos ou vos goûts en matière de film? En fait, elle transforme tout en nombres. Elle transforme notre monde en nombres et fait ensuite des calculs. Prenons l'exemple des images. Pour une IA, une photo est simplement une immense grille de nombres où chaque pixel possède 3 valeurs, vert, rouge, bleu. Elles se combinent pour former toutes les couleurs du spectre, et l'IA analyse des millions de ces nombres dans ces grilles pour trouver des motifs mathématiques spécifiques qui définissent quelque chose comme un chat par exemple. Et pour le texte, c'est la même chose. Les mots sont en fait associés à des valeurs appelées tokens, donc chaque mot reçoit un numéro d'identification unique. Par exemple, bonjour pourrait être le token numéro 10117, mais la partie intéressante, c'est lorsque ce numéro individuel, donc ce token, est ensuite associé à ce qu'on appelle un embedding. Donc c'est une série de nombres qu'on appelle vecteurs, et c'est cette série de nombres qui capture réellement le sens du mot, comme sa similarité avec d'autres mots, ou le contexte dans lequel il est utilisé. Du genre, le vecteur roi est mathématiquement proche du vecteur reine, le vecteur chat du vecteur chien, etc. Donc par exemple, pour les algorithmes de recommandation, comme les films, l'IA va se baser sur certains indices, comme vos notes, vos appréciations, votre temps de visionnage. Tout ça, c'est converti en nombres, ce qui va permettre à l'IA de calculer ce que vous êtes le plus susceptible d'aimer. Tout ça, ça fait que l'IA est probabiliste. Le problème, c'est que jusqu'ici, l'IA était une boîte noire. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle calcule une proba, mais on ne sait pas pourquoi elle choisit ce mot précis. Pourquoi elle prend cette décision, pourquoi
ce mot plutôt qu'un autre, pourquoi elle se met à halluciner, pourquoi elle se met à nous insulter. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle méthode révolutionnaire, le Dictionary Learning. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est comme l'IRM appliqué à l'IA. Donc on peut enfin cartographier des concepts à l'intérieur des modèles et voir quels neurones s'activent et donc agir directement dessus. Et ça, les amis, c'était le point critique qui bloquait l'intégration de l'IA dans le domaine médical, par exemple. Ça pourrait tout simplement tout changer. Imagine juste, jusque-là, l'IA pouvait prédire par exemple un cancer, cette personne-là a 80% de chance d'avoir un cancer. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'était activé pour qu'elle réussisse à dire ça. Sur quoi elle s'appuie, quel pixel de la radio lui a fait dire ça. Bah là, on pourra le savoir. On pourra savoir quel pixel de la radio a activé le neurone tumeur. Ici, on parle tech et IA, alors abonne-toi. C'est vrai que ça pourrait améliorer en vrai, c'est plutôt assez pratique et assez bien. Je pense que ça pourrait faire une petite avancée quand même sur certaines choses. Le français est une langue honnête. Je prends l'exemple du suffixe "-ette", ça veut dire version mini. Plus petit, par exemple, maison, maisonnette, planche, planchette, camion, camionnette, fille, fillette. Et puis un jour, j'ai regardé ma fiche de paye, revenu net. C'est là que j'ai compris que le français m'avait tout prévenu depuis le début. En vrai, elle a tout dit. C'est vrai qu'ils nous ont tout dit. Ce qui vient de se passer est complètement dingue, vous ne verrez aucun grand média en parler en France. L'Union Européenne vient de se faire humilier non seulement par la Russie mais également par l'Ukraine. Pour commencer, il faut remettre un peu de contexte, vous le savez, c'est la guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran et par conséquent les prix sur le gaz et le pétrole sont en train d'exploser. Vladimir Poutine, le président russe, a donc profité de cette occasion pour infliger un énorme coup de massue à l'Union Européenne en déclarant qu'il est peut-être temps d'arrêter de fournir du gaz au marché européen. Pendant ce temps, face à la montée des prix du pétrole, l'Union Européenne a exhorté l'Ukraine à autoriser l'accès à l'oléoduc transportant du pétrole russe. Non seulement cela a été vu comme une humiliation que l'Union Européenne mendie le pétrole de la Russie alors que depuis 2022 elle veut le sanctionner, et que cette demande intervienne exactement au même moment où la Russie souhaite nous couper le gaz et selon Poutine se tourner vers des partenaires plus fiables, eh bien Zelensky a tout simplement dit non. Il ne rétablira pas l'oléoduc du pétrole russe vers l'Europe malgré la demande, affirmant qu'il y a des principes qui n'ont pas de prix alors que l'Ukraine est attaquée. Et par-dessus le tout, c'est aujourd'hui que la Russie annonce qu'elle va rediriger une partie de ses exportations de gaz naturel liquéfié d'Europe vers des pays amis. Mais je ne peux pas vous parler de l'Ukraine sans vous parler de cette information. Les autorités hongroises ont saisi plus de 80 millions de dollars dans des camions à destination de l'Ukraine. L'interception s'est déroulée le 5 mars 2026. Il s'agissait de 2 véhicules blindés ukrainiens immatriculés en Ukraine. Ils transportaient 40 millions de dollars en cash, 35 000 euros en cash, ainsi que 9 tonnes d'or d'une valeur de 1,5 million de dollars. Ils partaient de l'Autriche à destination de l'Ukraine. Les personnes impliquées étaient 7 Ukrainiens employés à la banque d'État ukrainienne Oshad Bank, dont d'ailleurs un ancien général des services de renseignement ukrainiens. La Hongrie a ouvert une enquête, a gardé l'argent et a libéré les 7 Ukrainiens. Ouais, bon, après aussi, j'ai envie de dire, à la force de faire n'importe quoi, à la force de chercher la petite bête, ils l'ont trouvé. Ils ont mis plein de sanctions, ils ont voulu s'en prendre aux autres pays, ils se sont pris même à leur propre peuple. Au bout d'un moment, c'est normal qu'ils commencent à avoir des problèmes, en fait. Je sais pas, ils s'attendaient à quoi, en vrai? Et en fait, le problème, c'est que ça va se répercuter sur nous, au final, parce que vu qu'il va y avoir des sanctions, tout ça, ça va se répercuter sur nous. La semaine dernière, on a été victime, la France et plein de pays en Europe, de littéralement la plus grosse violation de données de l'histoire de l'homme. Je vous parle sérieux. Et vous êtes sûrement concernés, et je suis sûrement concerné. 52 millions de comptes français qui ont été leakés, qui ont été hackés, qui ont été attaqués, je sais pas comment dire. 52 millions. On est 65 millions. Pour vous, non mais, qu'on remette les chiffres. Hein. Personne n'en a parlé. Aucun, y a rien. Et dites-vous, hein, je me permets juste, parce que je suis parti vérifier, je vais pas vous donner le site, je vais pas vous dire comment je suis parti vérifier. Parce que moi, j'y croyais pas. Il est disponible sur internet, là maintenant quand je vous parle. Des packs qui se vendent par 100, 200, 500, 1000, 5000. Compte bancaire, compte France Connect, carte d'identité, passeport. Il y a tous les bails, tous ceux qui ont le permis déjà, il est là-bas aussi. Et il y a un dernier truc. Les numéros de téléphone, ça y a. Adresse, t'as le passeport. Putain, il y a un dernier truc qui fait que, bref, absolument tout. Tu peux tout acheter sur internet. Tous les Français, 52 millions de Français qui sont actuellement à l'air libre. Pour moins de 100 euros, tu peux te dépanner ça. Des packs de Français. Mais personne n'en parle en fait. Ça qui m'a impressionné, c'est que personne n'en parle parce que c'est une des plus grandes attaques cyber. Enfin, en fait, personne n'en parle. Je sais pourquoi personne n'en parle. Et vous avez compris pourquoi personne n'en parle. Ils sont en train de mettre en place la monnaie numérique. Ils sont en train de mettre en place l'identité numérique, ce qui fait que évidemment s'ils commencent à parler de cette histoire là, ça commence à mettre un très gros froid à tout le monde parce que les sécurités ne sont pas au niveau. Et à ce moment là, c'est personne va mettre son truc, tu vois. Et ça qui m'énerve parce que je me dis bah trop bien, bah j'ai hâte de mettre ma carte d'identité pour jouer au jeu, pour aller sur les réseaux et tout, trop hâte parce qu'en plus c'est grave sécurisé, tu sais. En fait j'ai oublié de dire un truc croustillant parce que comment ça se fait qu'ils ont réussi à rentrer dans les données de l'Europe? En fait c'est suite à une erreur de codage. Alors de base les données, je comprends pas trop ce qui se passe moi, hein. Je connais pas trop les termes, mais comprenez que les données sont basées dans un endroit qui est connecté, de toute façon
façon. Et en gros, cet endroit, normalement, il est chiffré. Tu dois mettre beaucoup de temps à rentrer dans cet endroit-là. Façon, même si t'es un hacker et tout, il y a beaucoup de systèmes d'alarme. Ils avaient oublié de chiffrer cet endroit. C'est-à-dire que depuis le début, tout est disponible gratuitement et en un clic sur Internet. Non, mais en un clic, les chéris. 52 millions de comptes bancaires de Français, de permis français, de cartes d'identité françaises. On fait sur un partie du lot, les gars. De numéros de téléphone, de tout qui sont disponibles gratuitement, librement, sans sécurisation depuis plus de 10 ans dans les bases de données européennes. Après, ils disent que ça nous oublie, mais très franchement, je pense que c'est fait exprès. Parce que là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont pas déjà en train de faire l'identité numérique dans notre dos et qu'en gros, ils envoient des hackers récupérer toutes ces informations et qu'ils le font quand même. Et en vrai, c'est normal aussi d'un côté, comme il a dit, qu'ils en parlent pas. C'est parce que là, ils sont en train de tout faire pour mettre l'identité numérique, l'euro numérique, etc. Ils ont envisagé de le mettre en 2029. Donc si les gens finissent par se rendre compte qu'il n'y a aucune sécurité réelle dessus et que n'importe qui pourrait nous pirater, là, ça deviendrait problématique parce que ça veut dire que n'importe qui pourrait avoir nos informations complètes de notre vie. C'est, c'est un peu, c'est des ouf en vrai. S'ils l'ont fait pour Rosemary Kennedy, ils l'ont fait pour Britney Spears. Fin, Britney Spears aurait été une expérience scientifique de Jeffrey Epstein. Et paf, on en parle. Ça vient de sortir dans les archives apparemment. J'ai déjà expliqué dans une vidéo qui est en train de faire le buzz dans l'émission Géopolitique Profonde qu'elle était un projet. Ça, c'est confirmé. Le nom de Britney Spears serait apparu plus de 155 fois dans les archives de ce monstre. Il y a un email qui dirait qu'en fait, un neurochirurgien, sur la demande de Jeffrey, aurait fait une expérience pour la lobotomiser, clairement. Le mail dit « Nous devons transformer Britney Spears en marionnette ». Ce qui est surprenant pour moi, c'est que la raison serait la garde de ses enfants. Ou des intérêts financiers, on va pas se mentir. Et tout ça, c'était à l'époque où elle était internée de force. Rappelez-vous, elle s'était rasé la tête. Elle avait essayé d'appeler à l'aide, clairement. Je pense qu'un traitement lui avait déjà été administré et qu'elle n'avait aucun moyen de s'exprimer convenablement. Il y a des théories, a priori, de grossesse forcée. Elle aurait été utilisée pour mettre au monde des enfants. Ça, personnellement, pardon, mais j'y crois pas trop. D'après les archives, elle aurait été internée dans un hôpital psychiatrique en 2019 et cet établissement a été financé par qui? Eh oui, par Jeffrey Epstein. Dans cet établissement, il y a un grand ami à lui qui travaillait là-bas, un chirurgien, un neurochirurgien, Marc Trémo. C'est à partir de cet internement que justement Britney Spears n'avait plus aucun droit sur elle-même et qu'elle commençait même à perdre la tête. C'est son père qui avait l'autorité sur elle, donc on appelle ça une marionnette. On en faisait ce qu'on en voulait. Je tiens à dire que la lobotomisation a été soi-disant arrêtée, mais très utilisée de 1930 à 1950. Le principe est de sectionner les connexions nerveuses dans le lobe frontal. C'est une manière de rendre les gens vraiment endormis. Inutile. Je précise que médicalement, c'est une zone où sont les émotions, les prises de décision. C'est médical, c'est pas moi. Hein. Le mec a créé ça, il a eu le prix Nobel quand même à la base. Hein. Sans commentaire. Oui, je précise que c'est comme un pic à glace quand vous rentre dans le front. Je pense ça là. Venez pas me dire que j'invente, ça n'a jamais existé en fait. Ouvrez un livre d'histoire, merci, la famille Kennedy en 1941. Rosemary, ça vous parle ou pas? C'est la sœur Kennedy. Même les Kennedy l'ont dit, ils ont toujours regretté en fait. Comme elle aimait bien les hommes, qu'elle voulait vivre sa vie de jeune femme, qu'elle était un peu féministe, qu'elle était indépendante. Oui, en 1940, dans les années où il fallait surtout pas faire ça, elle avait 21 ans. Ils l'ont fait rentrer pareil, dans un truc psychiatrique interné. Oh, un petit pic à glace dans le lobe frontal. Et du coup, après, ça a donné quoi? Une personne, en fait, qui parlait à peine comme un bébé de 2 ans, je crois, qui était complètement incohérente. Alors que c'était une magnifique jeune femme incroyable et plein d'avenir. Qui a fait ça? Son père, Joseph. Ça me fait penser un peu au père de Britney Spears. Vous en pensez quoi, vous, les amis? C'est vrai que c'est comme ça qu'on fait taire quelqu'un, on l'envoie en psychiatrie, on dit qu'il est devenu fou, plus personne ne le croit, là, beau crier, personne ne l'écoutera. Et c'est vrai que pendant un temps, quand j'étais plus jeune, quand je regardais ces choses-là, je le sentais qu'il y avait quand même quelque chose de chelou. Il y avait un truc qui allait pas. En plus, il y avait trop de problèmes. Mais bon, maintenant on comprend pourquoi, hein. Et bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.